Blaise Pascal, il a une nuit de feu. Alors quand je dis nuit de feu, je parle pas de nuit torride, hein. C'est pas une nuit de sexe torride. Non, sa nuit de feu à lui, en fait, c'est Dieu qui s'est révélé à lui par une chaleur dans sa poitrine. Bonjour les petits loups, aujourd'hui je vais récapituler la première partie, philosophie et ses rapports à la science. Mon but pour moi c'est de vous intéresser à la philosophie, mais pour vraiment y arriver, il faut trouver une petite problématique, une petite question qui titille et qui permet de réfléchir, d'avoir un axe de réflexion qui permette de mieux cerner ce qu'est la philosophie. Donc moi je me suis placé dans mon cas et je me suis dit que ça devait probablement être le vôtre, c'est qu'on est un peu fan de science. La science basée sur les preuves, les expériences, les expérimentations, les réplications, etc. Et quand on aime ça, eh bien, on ne retrouve pas ça en philo. Donc ça a comme conséquence que la philo est souvent dédaignée et délaissée, voire stigmatisée par les scientifiques. Et moi, je vais vous montrer en quoi la philosophie est encore une source de connaissances et qu'elle est incontournable pour compléter les savoirs scientifiques. Alors c'est très important de garder cette problématique en tête parce que ça donne un angle à mon exposé. Et il est tout à fait possible d'aborder la philo dans d'autres angles. Par exemple, on peut voir la philosophie comme quelque chose de littéraire ou d'historique. Alors, ce sont des angles passionnants, mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la philosophie qui essaie de produire les connaissances les plus fiables possibles. Donc, la philosophie quand elle est rationnelle. Et parfois, elle ne l'est pas. Récapitulons, j'avais fait sur la première partie la définition de la philosophie et l'histoire de la philosophie qui mène à la naissance de la science. On a vu que la philosophie a une définition vague. Il s'agit de répondre aux grandes questions, parfois de façon rationnelle, parfois non. Aujourd'hui, on constate qu'il y a deux grands courants, le courant analytique et le courant continental en philosophie. Continental, on considère qu'on est dans le domaine littéraire ou historique, donc on va plutôt s'intéresser aux grands auteurs, au style d'écriture, à leur impact et aux émotions qu'ils suscitent. Il y a différentes motivations dans ce courant. Avec l'analytique, en revanche, on considère que la rationalité est la première exigence. On ne s'attache qu'à ce qui est pertinent et on prend en compte les avancées les plus récentes en philosophie. On ne s'en tient pas à une époque ou à un auteur, on recherche la confrontation des idées pour essayer de faire émerger un consensus. La branche analytique de la philosophie est similaire à la science par ses débats, ses publications et les critiques par les pairs. D'ailleurs, les philosophes analytiques se renseignent pour prendre en compte les derniers consensus scientifiques. Cette scission entre continental et analytique est récente. Cette distinction n'est pas franche chez les auteurs classiques. Dans la première partie, on a vu les philosophes antiques et les philosophes modernes qui ont œuvré à la création de la science. Platon, Aristote, Descartes, Blaise Pascal, Galilée, Newton. Ils étaient philosophes et ils ont fait preuve de rationalité. C'est ce qui a mené à ce progrès vers la science. Mais ça ne les a pas empêchés de proposer des théories que nous jugeons loufoques aujourd'hui. Si on veut tirer un maximum de fiabilité des auteurs classiques, il faut étudier les textes pour distinguer vraiment à l'intérieur où sont les idées reçues, l'instinct de l'auteur, son avis et ce qui est vraiment rationnel. Même au sein d'une œuvre isolée, on peut trouver tout. Des raisonnements rationnels et irrationnels, avec des logiques valides et invalides, tout cela en partant d'idées qui sont vraies et d'autres idées qui sont fausses. Il est impossible de se cantonner à un philosophe quand on rentre dans une démarche de recherche méthodique de la vérité. Nous avons aussi vu l'accouchement de la science avec le livre Principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Il marque la conversion de la philosophie naturelle en sciences physiques. Ce livre concentre l'ADN de la première révolution scientifique, qui comprend entre autres le principe de causalité et la modélisation mathématique. Ces concepts ouvrent la voie vers le principe de réfutabilité, la méthode scientifique actuelle et les progrès de haute technologie. Nous avons fini la première partie par le constat suivant. Une science, c'est une philosophie qui a réussi, qui a intégré une méthodologie pour produire des conclusions fiables. Maintenant que nous avons de nombreux domaines scientifiques, qu'est-ce qui reste à la philo ?